Mesdames, Messieurs, bonsoir. Vous regardez Africable Télévision, vous avez raison. Bienvenue dans votre émission politique L'invité. Ce soir, nous recevons pour vous Siaka Diarra. Monsieur Diarra est le président de l'Union des forces démocratiques UFD, un parti de la majorité présidentielle. Avec lui, nous allons parler de la vie du parti, mais aussi des questions d'intérêt national et international. Bonsoir, Monsieur Diarra. Bonsoir. Merci de répondre à notre invitation. Merci. Je l'ai dit en introduction, votre parti est de la majorité présidentielle. Dites-nous comment se porte aujourd'hui la majorité présidentielle. Merci, monsieur le journaliste. Avant de répondre à cette question, permettez-moi tout d'abord, à l'entame de mes propos, de vous remercier pour toute l'attention, cette marque d'attention, de m'avoir invité ce soir sur ce plateau. Voudrais-je aussi remercier et saluer nos nombreux spectateurs qui nous regardent présentement. Ceci dit, la majorité présidentielle aujourd'hui se porte bien. Et les partis politiques qui composent cette majorité sont sereins par rapport à toute élection à venir. Je pense qu'à ce niveau, le problème ne se pose pas aujourd'hui. Les partis de la majorité présidentielle sont là et sont dans de bonnes dispositions pour toute activité politique à mener dans notre cher pays, le Maliba. D'accord. La majorité présidentielle se porte bien. Vous êtes en ordre de bataille ou bien vous êtes là en train de gérer les affaires jusqu'à 2018? Qu'est-ce que... Bon, gérer les affaires jusqu'en 2018, moi je pense mais que... vous êtes déjà dans 2018, je ne sais On n'est pas dans 2018. Un parti politique aussi, c'est un peu... Il y a des objectifs qu'on s'est assignés par rapport aux activités traditionnelles des partis politiques qui consistent à sensibiliser, à informer, à mener des activités politiques dans le pays. Sur ce point, les partis politiques sont à pied d'œuvre pour mener les activités qui sont connues de façon traditionnelle des partis politiques. À ce niveau, la majorité présidentielle aussi est dans cette logique de mener des activités politiques jusqu'au moment où il sera question d'aller à la conquête du pouvoir, comme vous venez de le dire. D'accord. Parlons maintenant de votre parti et l'UFD. Comment il se porte, le parti? L'UFD se porte bien, mais avant même de parler de la santé de l'UFD, si vous me le permettez, je vais quand même un peu parler de ce parti, la genèse même de la création de l'UFD, qui a été créé par Femed Demba Diallo. Et ce parti, créé depuis 1970, a vécu une situation de clandestinité, à l'instar de certains partis politiques de par le monde. Mais à partir des événements de mars 91, tous ceux qui savent l'apport joué par Maître Demba Diallo dans l'avènement de la démocratie, qui a été un artisan de qualité, un artisan de taille, l'UFD a vu jour en avril 1991, à l'instar des partis politiques issus de la majorité du mouvement démocratique. Donc de cette période à maintenant, des actions ont été posées par le parti. L'UFD s'est positionné au cours des différentes élections que le pays a connues. L'UFD, comme on le dit très souvent, c'est un parti à la majorité silencieuse. On parle peu de l'UFD, mais chaque fois qu'il y a élection, l'UFD sort grandi. Et là, c'est réconfortant pour nous, parce que nous estimons que un parti politique aussi, c'est ça, c'est le suffrage. Et le suffrage engagé par l'UFD lors des élections est un suffrage honorable. Lesquelles élections? Les élections municipales passées, en 2016, nous avons eu des conseillers élus, des CAI jusqu'à Mopti, un peu partout, en République du Mali, ce qui montre que le parti a une bonne santé. Aussi, nous avons eu des maires dans certaines régions, notamment dans la région de Koulikoro et dans la région de Sikasso. Tout ça, ça dénote vraiment la vitalité, le sursaut que le parti a connu. Et nous continuerons de travailler sur cette lancée pour donner tout ce qu'il faut comme sursaut. Parce que Maître Demba Diallo nous a enseigné beaucoup de choses à l'UFD. L'amour de la patrie, il faut se battre, le travail, la discipline et la démocratie. C'est pourquoi le mot UFD rime avec loyauté, avec travail, avec démocratie. Donc l'UFD aujourd'hui
est un parti d'avant-gardistes qui a son mot à dire et qui continue de se battre pour l'intérêt de ce parti, pour l'intérêt du Mali et pour le bien-être des Maliens. D'accord. Les 11 et 12 novembre, c'était le 5e congrès ordinaire de l'IFD. Est-ce qu'on peut savoir les grandes orientations et les grandes résolutions par rapport à ce congrès? Ce congrès s'est passé dans les meilleures conditions et a été d'ailleurs couronné de succès. Nous avons couplé le congrès à la conférence nationale du parti. Il faut tenir la conférence nationale entre deux congrès. C'est pourquoi l'UFD, très souvent, le premier jour est consacré à la conférence nationale qui donne l'orientation politique du parti. Et à ce niveau, la résolution a été très claire. Nous sommes un parti d'avant-garde. À ce titre, aussi un parti fondé sur les bases du mouvement démocratique. À ce titre, l'UFD maintient sa position au niveau de la mouvance présidentielle. Ça, c'est l'orientation que le Congrès, la conférence nationale a bien voulu donner cette année. Par rapport au Congrès, le lendemain, le dimanche, les congressistes aussi se sont planchés conformément au texte, au toilettage des textes qui a été très important pour nous, parce que le bureau national, au temps d'Emba, qui faisait 17 membres, le dernier congrès, c'était 45 membres. Aujourd'hui, le bureau national est parti jusqu'à 55 membres. Et aussi, ce congrès nous a permis de mettre en place le bureau des jeunes, qui est de 55 membres, et le bureau des femmes, 55 membres, soit un total de 165 membres. Toute chose qui n'était jamais arrivée à l'UFD. Et à l'issue du congrès aussi, il a été question du choix du parti pour les élections présidentielles à venir. À ce niveau, les choses ont été très claires, parce que le Congrès a rappelé que j'étais candidat en 2013, à l'issue du Congrès de 2012. Candidat, vous avez votre score à la dernière élection? Vous pouvez rappeler ça pour les téléspectateurs? Pour les présidentielles, nous n'avons pas été quand même médiocres, nous avons été assez bien, et je dirais bien, parce que nous avons eu un score honorable. Honorable dans la mesure où dans certaines zones, dans certaines localités, j'ai été premier dans certaines localités du pays. Oui, le résultat global? Au résultat global, je n'ai pas le score devant moi, mais je sais qu'on était parmi les 15 premiers sur les 27 candidats. Donc là, c'est réconfortant parce que nous n'avons pas battu campagne comme on le pensait. Donc c'est fait dans les conditions que tout le monde sait. Donc l'UFD est fier de son résultat lors de ces élections présidentielles de 2013. D'accord, l'IFD, on va toujours parler. L'IFD d'hier à aujourd'hui, le parti fondé par Maître Demba, le bouillant de Maître Demba, feu Maître Demba Diallo. Maître Demba, on le sait, c'est un homme de gauche. Vous, aujourd'hui, votre parti de la majorité présidentielle, qu'est-ce qui a changé? Bon, je pense que rien n'a changé. C'est-à-dire un parti de gauche est toujours de la gauche. Mais à un moment donné, il faut un choix. Et la gauche souvent arrive au pouvoir, ça c'est clair. En France, la gauche était au pouvoir. Et au Mali, le RPM, je ne vais pas aller dans l'orientation politique de ce parti qui est au pouvoir par son président Ibrahim Boubacar Keïta. Mais ce que je parle de l'UFD, c'est que nous sommes dans cette logique de Maître Demba Diallo. C'est pourquoi nous soutenons aujourd'hui les partis issus du mouvement démocratique qui est au pouvoir, qui est le RPM à travers son président Ibrahim Boubacar Keïta. Donc rien n'a changé par rapport à l'orientation que Maître Demba Diallo a si bien donnée au parti. Donc Maître Demba Diallo peut dormir tranquillement, vous allez toujours rester dans la même ligne qu'il a tracée? Nous allons rester dans la même ligne, le Mali. Maître Demba Diallo nous a toujours enseigné l'amour de la patrie, l'amour du pays, et rien que le pays. C'est pourquoi nous avons cette leçon, cet enseignement que nous avons tiré de lui, reste toujours ancré à l'UFD. Et l'UFD va continuer sur cette voie. Et je pense que Maître Demba Diallo peut dormir tranquille parce que le parti est en train de faire des sursauts politiques. Ça, c'est le plus important. Et dans la ligne tracée par Maître Demba Diallo, l'intérêt du pays avant toute autre considération partisane ou politicienne.
D'accord. Donc nous allons parler maintenant de votre regard sur la politique au Mali telle qu'elle est pratiquée aujourd'hui. Parce que j'ai comme l'impression que votre premier parti et le dernier, c'est toujours l'UFD. Vous n'avez jamais connu de transhumance politique. Absolument, certains me critiquent, mais je reste serein, je ne vais pas changer. Même si certains pensent que la politique c'est autre chose, mais pour nous la politique c'est la loyauté, c'est le travail, c'est la discipline. Moi je resterai égal à moi-même, je ne vais pas changer, je n'ai pas connu deux partis politiques au Mali. J'ai été membre fondateur le plus jeune de l'équipe d'Emba Diallo en 1991-92 et je suis toujours dans ce parti contre vents et marées et je vais continuer. Quand vous dites contre vents et marées, vous faites allusion à quoi? Vous avez reçu des coups? Oui, bien sûr. Chaque fois, en politique, il y a des coups. Et ça me rappelle un peu ce que disait De Gaulle. De Gaulle, j'ai lu ce passage-là quand j'étais étudiant. C'est ce qui m'a même amené à faire de la politique. C'est une confidence que j'ai lancée ce soir. Étudiant, je ne voulais pas faire de la politique. Mais quand j'ai lu ce passage de De Gaulle, j'ai dit, tiens, je peux faire de la politique. Parce que De Gaulle, dans ce passage, disait, un homme politique peut faire de la politique. J'ai dit, mais un homme politique faire de la politique? Il dit, un homme politique fait faire de la politique. J'ai continué à lire le passage. Il faut avoir deux facettes. La facette d'homme politique et la facette d'homme honnête. J'ai dit, dans ce cas, je peux faire de la politique. C'est pourquoi, à l'avènement de la démocratie, j'ai suivi Maître Demba Diallo comme membre fondateur de l'Union des forces démocratiques UFD. Et dès lors, je suis dans ce parti. Donc, cette facette d'homme honnête et d'homme politique, j'ai trouvé que c'est difficile. C'est difficile et souvent, il y a des coups. Mais il faut avoir le dos large. Donc, j'ai appris dans le temps que contre vents et marées, ça veut dire que moi, je vais suivre ma ligne tracée. Ouais. Dans le contexte malien, certains disent qu'être honnête dans la politique malienne, c'est peut-être un délit. Est-ce que vous partagez ce point de vue? Je ne partage pas ça. Ce n'est pas un délit. Moi, je resterai égal à moi-même. Hein. Sur ce point-là, tout le monde me connaît. On me critique. Il faut changer, il faut accepter ça. Je dis non, moi, je n'accepte rien, je ne change rien. Je continue la ligne tracée. Et sur ce point, je ne pense pas que ça soit un délit. Je trouve au contraire que c'est une qualité. Tellement c'est rare, quoi. C'est rare, mais c'est une qualité. C'est une qualité et l'UFD, nous allons rester dans cette logique de qualité. Quel souvenir gardez-vous de Maître Demba Diallo? Maître Demba Diallo, c'était un homme de principe. J'ai beaucoup apprécié ses qualités. Un homme de principe calé sur les principes. Donc là, quand même si je n'arrive pas à être comme lui sur ce point-là, je pense que ces qualités d'homme de principe sont restées longtemps dans ma mémoire. Et aussi, M. Demba Diallo a beaucoup aimé son pays, le Mali. Ça aussi, chaque fois, il avait souci de ce pays-là. Et souvent, il se posait des questions sur l'avenir du Mali. Ça, c'est très important. On causait très souvent, confidentiellement. Il me parlait, qu'est-ce qui va arriver au Mali? Donc là, ça m'a beaucoup marqué. J'ai senti en lui que c'était un patriote, un vrai panafricaniste. Donc là, ça m'a beaucoup marqué. Connaissant l'homme, ses principes, s'il était vivant, est-ce qu'aujourd'hui il serait fier du Mali? Là, c'est une question un peu délicate. Je ne peux pas totalement dire qu'il va être fier. Je sais qu'il allait contribuer. Ça, c'est un homme comme ça. Parce qu'il m'a toujours enseigné que chaque fois les grandes questions de l'heure sont posées, il faut donner sa contribution, il faut participer. Je sais que s'il était vivant aujourd'hui, comme vous posez cette question, il allait sérieusement contribuer pour l'avancée du Mali, pour un Mali debout. D'accord. Dernière question là-dessus. On le fait pour la jeune génération qui nous suit en ce moment sur Africa Télévision. Maître Demba Diallo avait un surnom. C'était quoi? C'était Sagoloba. Sagoloba. C'était quoi Sagoloba? Bon, Sagoloba, ça aussi c'est une confidence. Sagoloba, je pense que les gens vont beaucoup apprendre ce soir, sûrement. Sagoloba, il m'a expliqué ça. C'était pas venu du Malien. C'était quand il était en Guinée. Quand il était en Guinée avec Sékou Touré. Vous savez, Demba Diallo a beaucoup servi un peu partout en Afrique. Il a été un artisan de l'élaboration de la constitution du Congo. Il a été au Sénégal travailler. Et en Guinée aussi, il était un moment directeur de cabinet du président Sékou Touré. Donc ce mot Sagoloba
Je pense que c'est depuis la Guinée que cela est arrivé. Et dès lors, lui-même, il dit Sagolba s'en fout la mort. S'en fout la mort. D'accord. Donc nous allons parler maintenant des élections régionales. Ça pointe à l'horizon. Est-ce que vous avez des candidats pour ces élections-là, de proximité? En rappel, l'UFD est toujours là, chaque fois qu'il y a élection. De l'avènement de la démocratie à maintenant. Toutes les élections... Ce n'est pas l'UFD qui va boycotter des élections. Non, 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 non. La démocratie est basée sur l'expression du suffrage. Donc, quand tu ne peux pas être artisan de l'avènement de la démocratie et s'opposer au processus, à un processus électoral. Toutes les élections, l'UFD est là. Et ces élections à venir, nous avons des listes déposées avec des partis politiques qui ont partagé, avec qui on partage les mêmes points de vue, points de vue programme. Des alliances contre nature ou bien... Non, l'UFD ne pratique pas d'alliance contre nature. Ça aussi, ça fait de ce qu'on nous reproche. Les sensibilités locales, certes, mais partout où l'UFD a des listes cette année, c'est avec la majorité présidentielle. D'accord. Partout. Avec des partis qui ont la même ligne politique. La même ligne politique, le même programme, les mêmes projets de société que nous. Pour vous, le futur maire du district de Bamako, quel doit être son profil? Que devra-t-il incarner? Bon, pour cette question, je pense que vous le savez comme moi, Bamako a un statut particulier. Ce contexte qui fait de Bamako la capitale avec ce statut particulier, s'il y a élection, je pense que le maire, la qualité du maire va de soi. Il faut que ce soit quelqu'un qui soit à hauteur de souhait. Mais c'est surtout les électeurs qui vont décider du choix de leur maire du district de Bamako. Mais quelle valeur il doit incarner? Il doit incarner la qualité qui sied à un représentant d'une collectivité décentralisée comme le district de Bamako, à hauteur de souhait, qui peut être à l'attente, qui peut répondre aux aspirations profondes de ce district qui a un statut particulier. Ce monsieur que vous décrivez, il existe dans l'opposition ou dans la majorité, ce porteur robot? Je n'ai aucune idée, mais c'est les électeurs qui sont habilités à faire de bons choix. Et pour la même occasion, je souhaite que, très souvent, j'ai dit ça lors d'une élection, et les gens m'ont écouté, je suis très content par rapport à cette maturité politique de la classe politique et des électeurs. Parce que j'ai dit souvent, les gens votent pour des partis politiques. Il faut voir la qualité de la tête de liste, sa capacité d'analyse, tout ce qu'il y a comme ressort derrière lui qui peut lui permettre d'être à hauteur de souhait. Ça, c'est très important dans toute démocratie. Et les grandes démocraties, nous avons vu ça un peu partout en France et dans d'autres pays. Donc le choix des hommes aussi, c'est très important. Est-ce qu'aujourd'hui, pour vous, on peut organiser raisonnablement des élections sur toute l'étendue du territoire national? Et j'insiste sur l'adverbe raisonnablement. Si vous dites raisonnablement, je reviens un peu en arrière, un passé très récent. En 2013, nous avons organisé les élections présidentielles et c'était à peu près la même situation que nous vivons aujourd'hui. Je dis à peu près. Et la même année, il y a eu aussi les élections législatives qui se sont tenues en 2013 dans le même contexte. Et en octobre 2016, nous avons aussi tenu les élections municipales à l'intérieur du pays, excepté une cinquantaine de communes sur 700 et quelques. Toutes les communes sont prises part au suffrage pour élire les maires, les conseillers. Donc moi je pense que à ce niveau, on peut tenir les élections si on tient compte de l'existant et de la réalité de ce qui vient de se passer. J'insiste sur l'adverbe raisonnablement. On peut tenir ces élections-là sur toute l'étendue du territoire national? Mais toute l'étendue, ça c'est... Ces élections que je viens d'évoquer, les municipales, ne se sont pas tenues sur toute l'étendue du territoire. Il y a eu 600... Est-ce que vous êtes pour un report des élections si le contexte sécuritaire ne s'y prête pas? Non, je ne pense pas.
Un report, c'est seul le gouvernement est habilité à prononcer un report. Pour vous, il n'y a pas matière à... Sur ce point-là, même l'autre jour, le ministre de l'administration territoriale, qui parlait au nom du gouvernement, a bien dit qu'ils sont attentifs à tout ce qui peut contribuer à donner des informations ou à les aider. Donc, être attentif, c'est le gouvernement quand même est là, à l'écoute. Là aussi, c'est important, parce que gouverner aussi, c'est l'écoute, la sagesse de comprendre ce qui se passe dans le pays et de choisir ce qui est à choisir au moment opportun. D'accord. Il y a aussi la loi portant prévention, répression de l'enrichissement illicite qui fait débat. La loi vient d'être suspendue avec le projet de révision constitutionnelle qui a été aussi suspendu. Est-ce qu'aujourd'hui on peut dire que la gouvernance IBK, c'est une gouvernance à reculons? Je ne pense pas que ça soit une gouvernance à reculons. Je pense plutôt le contraire. D'abord, quand tu parles de la révision constitutionnelle, là aussi, je suis obligé de faire référence à M. Demba Diallo, qui a été l'un des artisans de la première constitution issue du mouvement démocratique. À ce niveau, nous sommes tous unanimement d'accord que cette constitution a des insuffisances. Après des décennies de gestion, il y a des insuffisances. Il ne s'agit pas d'être d'une position politique. Moi, ce n'est pas ma logique des choses. Si je suis de l'opposition, je dois dire clairement les choses. Si je suis de la majorité, je dis clairement les choses. Donc nous sommes d'accord qu'il existe des insuffisances. Si on prend l'exemple, je prends un seul exemple. Au niveau de la sous-région, les pays ont tous une cour de comptes, mais le Mali n'en a pas. Donc mettre ça dans... Or, on ne peut pas créer ça sans passer par une révision constitutionnelle. Ouais. Donc là, c'est quelque chose qui est là, qui est visible et qui saute à l'œil. Maintenant, si le président, par sagesse, que j'ai d'ailleurs tout le temps salué, est revenu sur sa décision, il a décidé de surseoir à cette révision constitutionnelle. Il a été à l'écoute et il a compris que c'est dans l'intérêt du Mali qu'il fallait surseoir à cette révision constitutionnelle. Moi, je suis d'avis, c'est normal. Ça, d'ailleurs, c'est réconfortant. Ce n'est pas un moins, mais c'est plutôt un plus. Moi, je cherche à positiver ça. Ce n'est pas parce que je cherche à positiver, mais c'est positif. D'accord. Et l'autre aspect aussi... La loi portant prévention et répression. C'est la même chose. Là aussi, le président est à l'écoute. Oui, mais c'est ça, un chef d'État. C'est-à-dire, un homme d'État doit écouter son peuple. Un homme d'État doit être sage. Un homme d'État doit avoir ce charisme de comprendre et d'agir. De comprendre et de poser des actes quand il le faut. On dit très souvent que c'est aussi nécessaire de reculer pour mieux sauter. Moi, je crois que sur ce point-là, c'est sage de la part du président de la République de prendre des décisions chaque fois qu'il juge utile dans l'intérêt du pays, rien que dans l'intérêt du pays. Mais dans ce cas, on va douter de la capacité de l'autorité à gouverner le pays. Je ne pense pas. S'il y a des lois et qu'on applique, on a du mal à les appliquer, on vote, et puis quand il s'agit d'appliquer, on recule. Il ne s'agit pas de toutes les lois. Vous avez parlé de 2 cas, et 2 cas parmi tant d'autres. Donc sur ce point, moi je pense que là aussi, c'est sage. S'il n'avait pas fait ça, on aurait dit que il n'écoute pas, il fait ceci, il fait cela. Donc moi, je pense que entre deux mots, il faut choisir le moindre. La pression... Et l'option choisie par le président de la République, moi, j'estime que c'est la bonne option. D'accord, nous allons toujours poursuivre avec ce débat, cet entretien politique, l'invité. L'autre chapitre, c'est aussi le bilan du président de la République. Le 4 septembre dernier, il a bouclé les 4 ans, le 4 ans à la tête du Mali. Le président Ibrahim Boubacar Keïta avait bouclé ces 4 ans. Quel regard portez-vous sur ces 4 ans de gestion du pouvoir d'Ibrahim Boubacar Keïta à mi-parcours? Ok, là, j'ai toujours dit, c'est-à-dire quand tu veux faire une évaluation, ça c'est scientifique. Il faut tenir compte de l'existant. Ibrahim Boubacar Keïta est venu au pouvoir en 2013. Et le Mali se trouvait dans une situation telle que, une situation
difficile, très difficile. Et au bout de 4 ans, déjà nous avons senti un regain de vitalité dans certains secteurs de développement. Donc ça, c'est vraiment réconfortant. Mais quel secteur, pouvez-vous nous le citer? Je peux, bien sûr, parce que c'est visible et c'est palpable. Si on prend les gros travaux, par exemple, déjà, je ne vais pas aller très loin, des Cailles jusqu'à Mopti. Même hier soir à la télé, je voyais les notabilités de Tombouctou qui parlaient d'un investissement de plus de 16 milliards dans la région de Tombouctou. Et à Koulikoro tout près, il faut voir la voie 2 fois aller, 2 fois retour, le pont de Caillot, qui est presque à 80% des réalisations. D'autres sont en chantier, beaucoup d'ailleurs. Donc moi je pense que ce bilan est positif si on tient compte de l'état dans lequel le Mali se trouvait au moment où le président Ibrahim Boubacar Keïta venait au pouvoir en 2013. Monsieur Diarra, vous êtes fier du bilan du président Ibrahim Boubacar Keïta? Je suis fier et je l'assume parce que je suis de la majorité présidentielle et je suis un patriote. Parce que je dis ce que je pense est dans la légalité démocratique et en toute sincérité. Homme de conviction, que répondez-vous à ceux qui disent que le pays ne bouge pas, que l'argent se fait rare, la corruption est généralisée, même démocratisée? Qu'est-ce que vous répondez? Bon, je me porte en faux quand on dit que la corruption est généralisée. Parce que cet aspect de corruption, on a une tendance corrompue ou corrupteur. Il faut situer les responsabilités. Il faut faire l'état des lieux pour se rendre compte de ce qui se passe au Mali il y a des années et de ce qui se passe aujourd'hui pour savoir exactement qu'on parle de cet état de fait qui, à mon avis, est loin d'être une réalité. Ce n'est pas l'homme de la majorité présidentielle qui parle, ou bien c'est le citoyen tout court, le Malien qui parle? Bon, l'homme de la majorité, mais le citoyen, parce que en tant que citoyen, moi je ne vois pas les aspects politiques, les considérations politiques. Moi je vois plutôt les réalités vécues. C'est-à-dire, au jour, je vois telle situation, donc par conséquent, je donne une information par rapport à un fait. Mais pas dire parce que les gens disent qu'il y a eu ceci, il y a eu cela, sans preuve et sans fait. Je me base sur les faits. D'accord. Monsieur Diarra, lors de votre dernier congrès, vous avez eu les propos suivants, je cite: « Nous ne présenterons pas de candidat contre IBK en 2018. Le candidat de l'Union des forces démocratiques est Ibrahim Boubacar Keïta que nous soutiendrons dès le premier tour des élections présidentielles 2018. » Est-ce à dire que le parti fondé par Maître Demba Diallo manque d'ambition? Au contraire, nous avons une ambition. Un parti politique est créé pour la conquête du pouvoir. Et tantôt, j'ai dit, la répétition est pédagogique. Toutes les élections que le Mali a eu à faire depuis l'avènement de la démocratie à maintenant, l'UFD est toujours là. Et les présidentielles à venir aussi ne seront là, Inch'Allah. Mais le Congrès a décidé que le candidat cette année, ils m'ont choisi comme candidat, mais démocratiquement, de façon responsable, de choisir le candidat que j'estime être le mieux coté pour l'intérêt du Mali. Au sein de l'UFD, c'est une vraie démocratie. Et les délégués sont venus de l'intérieur du pays, ils se sont exprimés librement. Ils ont fait un rappel historique de 2012, le choix qu'ils m'ont porté et que j'ai bien voulu accepter. Et cette année aussi, ils ont exprimé le même vœu, mais tout en donnant vraiment une possibilité de choisir un candidat chance tenante. Oui, mais et ce choix a été... Le président Ibeka, là où on ne comprend pas votre démarche, c'est que le président Ibeka, on ne sait pas s'il est encore candidat. Ah, voilà. Donc, mais vous dites, nous soutenons le président Ibrahim Boubacar Keïta en 2018. C'est très clair. Hein. Donc c'est déjà, vous annoncez déjà les couleurs. Bon, nous sommes quand même vous voulez que ce président... Pour l'instant, bon, nous annonçons, nous souhaitons
qu'il se présente. Et si il ne se présentait pas, l'UFD aura son candidat. Ça, c'est clair, c'est le langage très clair. Ce serait un double discours. Hein? Non, les citoyens, les électeurs peuvent voir ça comme, non, c'est pas un discours. Comme une volonté d'aller aux élections quand même. Oui, mais... Donc vous l'avez dit à vous-même, un parti politique, c'est la conquête du pouvoir. Vous l'avez dit. Et que ce n'est pas l'IFD qui va boycotter une élection. Non, l'IFD ne boycottera pas une élection. Fut-il présidentiel. Et choisir aussi un candidat, c'est un choix. Que ce soit à l'interne du parti, que ce soit en dehors du parti. C'est une ambition politique. Parce que le parti a voulu que ça soit comme ça. Vous êtes fatigué de combattre parce que maître... Ah non, je n'ai même pas commencé. Vous avez les armes, vous avez les munitions. Non, je n'ai même pas commencé mon combat. Je n'ai même pas commencé. Je ne suis pas fatigué, je n'ai même pas commencé. Soutenir un candidat ne veut pas dire que... Mais je vais le soutenir avec tout ce qu'il faut comme arme. Donc ce n'est pas fatigué, au contraire. Au contraire. C'est que la plus grande gloire du monde appartient aux hommes qui ne cèdent pas. C'est ce que M. Demba Diallo nous a enseigné. Et nous n'allons pas céder. Nous n'allons pas céder. Donc c'est possible que vous puissiez avoir un candidat en 2018? Non, le candidat est déjà choisi. C'est Ibrahim Boubacar Keïta. Ibeka n'est pas candidat, il ne l'a pas. Non, nous voulons qu'il soit candidat. Et à l'UFD demande qu'il soit candidat aujourd'hui. D'accord. Lors du congrès, on a souhaité que Ibrahim Boubacar Keïta soit candidat pour sa propre réélection. D'accord. Et quand vous... Bon, nous allons toujours parler de l'élection présidentielle 2018. En principe, c'est pour l'année prochaine, mais des voix se lèvent déjà pour dire que dans le contexte actuel, on ne peut pas organiser d'élection. On parle même de transition. Quel est votre avis sur la question, vous qui voulez défendre le président Ibeka? Non, ce n'est pas parce que je veux défendre. Moi, je défends le Mali. Je défends l'intérêt du Mali. C'est-à-dire, parler de transition aujourd'hui, je trouve ça très, entre guillemets, très grave. Parce qu'on parle de transition lorsque dans une situation exceptionnelle. Aujourd'hui, le Mali n'est pas dans une situation exceptionnelle. Nous avons un président démocratiquement élu et qui est en exercice. Et dans quelques mois, on va aller aux élections présidentielles. Le vœu de tout citoyen aujourd'hui doit être que ces élections puissent se tenir dans les meilleures conditions. Dans un Mali debout. Donc vous n'êtes pas, un Mali qui avance. Vous n'êtes pas pour la transition? Non, mais la transition, c'est des situations exceptionnelles. Pourquoi une transition? Pourquoi même penser à une transition aujourd'hui au Mali? Il n'y a pas une situation exceptionnelle qui va nous amener vers une transition. Le Nord, pratiquement, il y a l'insécurité, le centre s'embrase. Non, mais cette insécurité, c'est une situation générale de par le monde aujourd'hui. On dit très souvent, c'est quand c'est une situation transversale qui n'est pas propre au Mali seulement. Mais le cas Mali, en 2013, j'ai dit tantôt, il y a eu des élections. Avec la bénédiction de la communauté internationale. Qui soutient. Il y a eu des élections. 2 élections d'ailleurs. Les élections présidentielles et les élections législatives en 2013. Et en 2016, il y a eu aussi une élection. Les communales. Donc moi, je ne vois pas pourquoi, d'ici les présidentielles, la situation peut s'améliorer. Et on est en train de travailler dans ce sens. Chaque jour, nous constatons qu'il y a des efforts énormes pour qu'on puisse aller à ces élections dans un climat apaisé et dans les meilleures conditions idoines. La paix et la réconciliation nationale sont des axes prioritaires du mandat du président Ibeka. Pour vous, est-ce que le Mali a retrouvé le chemin de la paix 2 ans après la signature de l'accord d'Alger? Bon, nous sommes sur la voie de retrouver la paix. Depuis la signature de l'accord jusqu'à maintenant, il y a eu des actions qui ont été posées, des actes qui existent, notamment l'installation des autorités intérimaires, ça c'est une avancée notoire. Ensuite, les gouverneurs ont été nommés, le gouverneur de Kidal est installé, donc ça c'est des avancées qui sont visibles, qui prouvent à suffisance que de la signature de l'accord, il y a eu des actions pouvant nous permettre d'espérer sur des lendemains meilleurs par rapport
à un retour progressif de la paix et de la cohésion sociale. L'espoir est permis. L'espoir est permis. Moi, je vois toujours la bouteille moitié pleine, d'après Maître Demba Diallo. Je suis naturellement optimiste et je ne désespère pas pour le Mali. Quelle est votre recette pour la gestion de la crise du nord du Mali? La recette, je pense que... La recette du parti. Bon, le parti, nous estimons qu'il faut que les gens parlent le même langage et que les gens soient de bonne foi. Parce qu'un dialogue, c'est entre deux personnes ou plusieurs personnes. Il faut que chacun pense d'abord au Mali. Si cela pouvait arriver, facilement, on va trouver la solution au problème du Nord. Que vraiment les gens aient l'intérêt du Mali avant les autres considérations. D'accord. M. Diarra, l'actualité, c'est aussi la Libye avec ces migrants vendus comme esclaves aux enchères. Nous allons justement suivre cet élément, ce récit de Sékou Tangara. Ce sont des images qui font froid dans le dos. Des migrants sud-sahariens souvent enchaînés, vendus au plus offrant. La scène se passe en Libye. Des milliers d'Africains ayant échoué dans leur quête de mieux-être en Europe vivent désormais l'enfer en Libye, un pays qui pourtant dans un passé récent se disait à l'avant-garde du combat pour la réalisation de l'intégration africaine. L'horreur révélée par les médias occidentaux, CNN et France 2 en l'occurrence, replonge dans les méandres de la traite négrière. Des Noirs de tout âge et de tous les sexes sous la contrainte sont rassemblés sur une place publique et vendus aux enchères. La mise, tenez-vous bien, $100, $500, 1000 ou 2000 selon le physique de l'esclave. Les vendeurs et les acheteurs sont les mêmes, les premiers des Libyens dont on dit proches des groupes armés et les seconds proviennent de la classe moyenne, bref, blanc bonnet, bonnet blanc. Face au silence assourdissant de la communauté des démocrates, des voix s'élèvent pour fustiger l'abominable et appeler les dirigeants africains à au moins s'indigner s'ils ne peuvent se révolter. Là, aujourd'hui, avec les accords passés entre la Libye et l'Union européenne, la France et d'autres pays, avec les États africains qui ferment les yeux, qui ne font rien, mais alors rien, pour aider cette jeunesse, dire que nos jeunes ne peuvent plus partir. Ils font un sommet extraordinaire, il faut réfléchir. Aujourd'hui, on est en train de vendre, là, des Africains, des jeunes, nos jeunes. On les enferme dans des cages, puis on les vend aux plus offrants. Et ça ne vous fait rien. Moi, le descendant d'esclaves, j'ai la haine. L'artiste reggaeman ivoirien Alpha Blondy, lui, va un peu trop loin. Il appelle la jeunesse africaine à exprimer pacifiquement sa rage devant les ambassades libyennes sur le continent. Qu'est-ce que vous attendez pour réagir et intervenir? Qu'est-ce que vous attendez? Ce cri du cœur n'est pas un appel à la violence, mais je demande à tous les Africains et à toutes les personnes qui ont été choquées par cet acte qui constitue un crime contre l'humanité d'assiéger toutes les ambassades libyennes dans vos pays respectifs. Des Africains mutilés ou vendus aux enchères en novembre 2017, cela se passe en Libye, un pays dont les dirigeants pourraient encore se rendre sans gêne au prochain sommet de l'Union africaine. Et s'ils n'y présentent pas des excuses publiques et annoncent le démantèlement de ce système odieux, de nombreux activistes jurent encore de se faire entendre. Monsieur Diarra, nous venons là de suivre ce reçu signé Sékou Tangara avec message, des images très émouvantes. La Libye où des migrants sont vendus comme esclaves aux enchères, les images vous ont-elles choqué? Vraiment, c'est choquant, très choquant. C'est une situation atroce, difficile à vivre. C'est un constat douloureux. Et
déjà mon parti même a fait un communiqué dans ce sens. Il faut rapidement démanteler ces réseaux, très rapidement, et que les auteurs puissent vraiment répondre de leurs actes, qui ne n'auront pas l'humanité aujourd'hui. On se voyait à des siècles avant. C'est inacceptable, c'est inapproprié. C'est vraiment choquant et très douloureux de constater de telles pratiques de nos jours. Motif d'indignation, M. Diarra, nous sommes pratiquement à la fin de cette émission. Si vous avez un dernier message à l'endroit des téléspectateurs qui nous regardent en ce moment sur Africable Télévision. Je remercie tous nos téléspectateurs pour leur patience, leur écoute. Aussi, je lance un cri de cœur, un cri d'appel pour tous les Maliens épris de paix et de justice, pour que les Maliens se donnent la main pour l'essentiel, le Mali. Et rien que pour le Mali, pour l'intérêt supérieur du Mali. La cohésion sociale, l'unité nationale dans un Mali de paix et de justice et d'équité. M. Diarra, merci. C'était un plaisir de partager cet entretien avec vous. Encore une fois, merci. On vous tout le remerciement. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de cette émission que j'ai eu l'immense plaisir de vous présenter. Merci de votre fidélité, toujours renouvelée au programme de Africable Télévision. Bye bye et à dimanche prochain.